Sans plus attendre, je vous présente notre premier conférencier de la journée. A-t-il besoin de présentation? Il est professeur titulaire à l'École des hautes études commerciales de Montréal. Il est chroniqueur chez Québecor. Je vous présente tout de suite M. Joseph Facal. Cher Yves-François, cher Gilles Duceppe, Mesdames et Messieurs les députés, chères militantes et militants, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je remercie le Bloc québécois et son chef pour leur invitation à discuter avec vous de ce sujet fondamental, crucial, auquel j'ai consacré beaucoup d'heures de réflexion et d'écriture. Je trouve aussi, en passant, très important, que le Bloc québécois, en plus de son travail proprement parlementaire, se soucie d'animer intellectuellement notre vie civique en organisant des colloques sur des sujets fondamentaux. C'est très important. Faites-en d'autres. Bon, par où commencer? Je suis d'avis que la liberté d'expression recule au Québec et dans le monde et qu'il faut bien sûr s'en alarmer et réagir. La liberté d'expression recule évidemment dans les régimes politiques plus autoritaires que jamais, Chine, Russie, mais elle recule aussi chez nous, bien entendu, beaucoup plus subtilement. Elle recule dans les médias traditionnels, à la télévision, au cinéma, dans le milieu artistique, dans le monde du livre, dans le milieu de l'humour, et aussi, bien sûr, dans le monde de l'enseignement, du primaire jusqu'à l'université. Dans les médias traditionnels, elle recule notamment parce que les problèmes financiers de beaucoup de médias les conduisent à fermer, ce qui restreint la diversité des sources d'information et des points de vue. Mais la liberté d'expression recule aussi dans les médias traditionnels parce que se répand une nouvelle intolérance, une hypersensibilité, une ultra-susceptibilité, un nouveau moralisme assez dogmatique, d'autant plus difficile à contrer qu'il se drape dans la vertu, dans le souci proclamé de la justice sociale, de corriger des iniquités, d'être inclusif, etc. Vous êtes donc, de facto, campé dans le mauvais rôle quand vous émettez des réserves. Bien sûr, personne ne va se dire frontalement contre la liberté d'expression. Mais beaucoup sont pour la liberté d'expression tant qu'on s'en sert pour dire des banalités ou pour se dire d'accord avec eux,
là, c'est correct. Évidemment, la liberté d'expression n'a jamais été absolue. Au Canada, les propos incitant à la haine sont déjà interdits. Le problème est que beaucoup voudraient élargir ces interdits. Maintenant, s'il est vrai que la liberté d'expression s'est réduite et qu'il faut renverser le courant, il est exagéré de dire, comme on l'entend parfois, on ne peut plus rien dire. Quand même. Vous savez, parfois, pour dire ce qu'on veut dire, il suffit de ne pas avoir peur. Il suffit de ne pas plier. Il suffit d'accepter de passer pour un salaud aux yeux de certains. On s'en remet, croyez-moi. Maintenant, personnellement, je n'aime guère parler de liberté d'expression dans l'absolu. Dans l'absolu, je trouve cela vide de sens. Il faut toujours situer cette question dans un contexte précis. Pourquoi? Parce que la liberté d'expression dans le monde universitaire n'est pas la même chose que la liberté d'expression sur les réseaux sociaux ou que la liberté d'expression dans les arts. Il faut d'abord voir quel est le but, quelle est la mission de l'institution au sein de laquelle s'exerce cette liberté d'expression. Par exemple, la mission fondamentale de l'université, c'est ce qu'on appelle, ça vient du grec, le télos, c'est-à-dire la recherche de la vérité. C'est ça, la mission fondamentale de l'université. Trouver la vérité. Logiquement, comment voulez-vous trouver la vérité si vous interdisez a priori de creuser certaines questions, certains domaines? Pour avoir une chance de cerner la vérité, il faut forcément que des points de vue contradictoires puissent être débattus en toute liberté et qu'une opinion ne soit pas d'emblée interdite. Sinon, cette quête de vérité devient impossible. Par contre, la mission fondamentale d'une pièce de théâtre n'est pas la recherche de la vérité. C'est de susciter une réflexion, de susciter une émotion, ce qui ne veut pas dire que la censure y soit davantage acceptable. Ce que je dis, c'est que ce sont des enjeux différents dépendamment du contexte. La mission fondamentale de Twitter n'est pas la recherche de la vérité. Ben non. Si Twitter est une sorte de place publique, d'agora, de forum, alors il faut des balises adaptées à une place publique, comme par exemple l'interdiction des menaces physiques, de l'intimidation. Sur Twitter, d'ailleurs, le problème, ce ne sont pas tant les menaces comme le harcèlement continuel, comme le fait que les modérés sont intimidés par les extrémistes, comme le fait qu'un propos violent ou faux puisse, en quelques heures, rejoindre des millions de personnes et que cela puisse se faire sans rendre de compte à personne, sans assumer la moindre responsabilité, ce qui peut détruire des vies
détruire des carrières sans la moindre procédure de justice équitable. Il est vrai, tout à fait, que la polarisation, les insultes, l'intimidation existaient avant les réseaux sociaux, bien sûr. Mais ceux-ci les amplifient, les démocratisent, voire les encouragent. Bref, la liberté d'expression est un sujet aux multiples ramifications. Et comme je ne peux tout couvrir, je vais m'en tenir à la dimension que je juge la plus préoccupante, qui est le piètre état, la fragilité de la liberté d'expression dans le monde que je connais le mieux, qui est le monde universitaire. Pourquoi est-ce que je juge particulièrement cruciale la question de la liberté d'expression dans le contexte universitaire? Pour plusieurs raisons. Parce que c'est là que les atteintes à la liberté d'expression sont les plus insidieuses et les plus subtiles, parce qu'elles sont moins visibles pour le grand public, sauf dans des cas ultra médiatisés, comme ce qui est survenu à l'Université d'Ottawa. Parce que ce qui s'y passe est souvent mal compris du grand public, parce que la prospérité et la qualité de vie dans une société sont directement liées à la qualité de ses universités, mais surtout parce que les universités sont les laboratoires où se construit le monde de demain, pour le meilleur ou pour le pire. Et parce que les mots, les idées, les théories, les discours, les justifications construites dans les universités pour justifier la restriction de la liberté de parole se répandent ensuite dans les médias, les arts, les réseaux sociaux, les entreprises, la fonction publique, les autres institutions. Prenez ces mots, ces expressions qu'on n'entendait pas il y a quelques années à peine. Privilège blanc, fragilité blanche, racisme systémique, appropriation culturelle, safe space, trigger warnings, mots en haine, intersectionnalité, déconstruction, microagression, politique EDI, etc. Tout cela est né à l'université, qui est donc non seulement le laboratoire, mais aussi l'usine de production de toutes les justifications pour attaquer la liberté d'expression. Voilà pourquoi je veux me centrer là-dessus. On m'objecte souvent qu'il y a toujours eu du radicalisme dans les universités. Absolument. Mais, aujourd'hui, les réseaux sociaux donnent un énorme pouvoir d'intimidation à des groupuscules, mais désormais, en traitant les étudiants comme des clients, il devient difficile de leur dire non. Et surtout, ce radicalisme, contrairement au radicalisme, disons, marxiste-léniniste dans les campus des années 70 et 80, loin de se limiter aux étudiants et à quelques professeurs, s'est largement installé au pouvoir dans la hiérarchie universitaire. Ça, c'est nouveau. Vous savez, ce qui s'est passé
et continue de se passer à l'Université d'Ottawa, où le recteur et son équipe mènent une croisade idéologique après avoir jeté sous les roues de l'autobus une jeune chargée de cours coupable de rien. Cela ne fut chez nous que la plus médiatisée de toute une série de cas. Ce qui survient dans le monde universitaire est complexe, même pour des gens qui y travaillent. Mais si je devais le résumer en une phrase, je dirais: nous avons oublié la mission fondamentale des universités. Et c'est toute la société qui en paie le prix. Cette mission fondamentale ne se limite pas à former des travailleurs. Elle ne se limite pas à réparer des injustices. Les universités servent à cela, mais ne doivent pas servir qu'à cela, et surtout pas prioritairement à cela. Sa mission fondamentale est de produire et de transmettre des connaissances. Or, pour cela, il faut 3 conditions de base, énoncées jadis par Raymond Aron. Pas de restrictions dans la recherche, pas de restrictions dans la discussion et pas de restrictions au droit de déplaire. Vous savez, ça n'existe pas et ça ne doit pas exister, le droit de ne pas être choqué par un mot ou une idée. On peut ne pas aimer un mot ou une idée, absolument. On ne construit pas du droit là-dessus. Vous voyez la nuance? Mais ça devient de plus en plus difficile quand des jeunes, pas les jeunes, des jeunes, tendent à toujours donner raison à leurs émotions parce qu'ils ont été encouragés dans cette voie et tendent à diviser le monde en bons et méchants. Au risque d'être un tantinet caricatural, je résumerai en 3 points leur attitude. Je ressens, donc moi seul peux me comprendre. Je crois, donc j'ai raison. J'ai raison, donc j'exige. Voilà. Bon. Maintenant, comment expliquer la force de ce vent? Il faut vivre sur les campus pour voir la force de ce vent. Comment expliquer la force de ce vent? Permettez-moi de remonter un peu dans le temps. Le directeur de ma thèse de doctorat, Raymond Boudon, aujourd'hui décédé, avait jadis vu monter ce phénomène dès les années 80-90. Et il avait proposé l'explication suivante, qui, à mon sens, tient encore la route. Réduite à sa plus simple expression, la force de ce vent idéologique tient en 3 points reliés les uns aux autres. Premièrement, dans beaucoup de départements de sciences sociales, il n'y a pratiquement aucune sélection à l'entrée. On y trouve des étudiants exceptionnels, mais le niveau moyen est assez faible
précisément parce qu'il n'y a pas de sélection à l'entrée. Alors logiquement, plus l'étudiant est faible, plus les chances sont fortes qu'il avale des niaiseries. J'ai dit et je répète qu'il y a de glorieuses exceptions. J'espère que vous en faites partie. Deuxièmement, notre époque a vu se répandre l'idée fausse, qui veut que toutes les opinions se valent. Non. On confond le droit de chacun à son opinion avec l'idée que toutes les opinions ont le même poids. Pas pareil, ça. Chacun a droit à son opinion. Toutes les opinions n'ont pas la même valeur. Mais de nos jours, le gars qui n'y connaît rien se croit aussi compétent que celui qui a étudié à fond le sujet. Au fond, nous sommes à l'époque du « je le sais parce que je le pense ». Parallèlement, dans les sciences sociales, s'est répandue l'idée, fausse aussi, que l'objectivité est un mythe, une illusion. Écoutez, il est frappant de voir le nombre de profs dont les travaux ne sont que de l'idéologie déguisée en science. C'est frappant. Les étudiants, eux, ont déjà beaucoup de difficultés à dépasser l'expression de leurs émotions, de leur subjectivité. Évidemment, des disciplines comme les mathématiques, la physique, la biologie, en raison de la nature même de leur savoir, sont un peu mieux protégées contre ces dérives. Dans la mesure où, en physique, par exemple, on ne s'en sort pas en exprimant simplement une opinion. On doit pouvoir tester et valider. Troisièmement, ces phénomènes que je viens d'évoquer, niveau moyen bas et règne de la subjectivité et de l'émotion, se conjuguent pour en produire un autre, qui est la montée en flèche du moralisme, de l'indignation vertueuse, de la rectitude politique. Pourquoi? Mais parce que juger, c'est beaucoup plus facile que comprendre. Comprendre un phénomène complexe, c'est difficile. Ressentir une émotion et porter un jugement, c'est à la portée de n'importe qui. N'importe qui peut ressentir et juger. Comprendre à fond, c'est difficile. Par exemple, les difficultés sur le marché du travail des immigrants ont des causes diverses et complexes. Des causes diverses et complexes. Les expliquer, je mets ici « expliquer » entre guillemets, les expliquer toutes par le racisme de la majorité, c'est simple, c'est facile, c'est commode et ça donne bonne conscience. Et c'est cette montée du moralisme, facilitée par le faible niveau et par la valorisation du ressenti au détriment des faits vérifiés, qui explique cette nouvelle intolérance chez beaucoup d'étudiants. Et ils s'imposent d'autant plus facilement qu'ils réduisent au silence, en les intimidant, ceux qui ne pensent pas comme eux. Et ils bénéficient souvent de la complicité lâche de directions apeurées. Au Canada,
l'idéologie multiculturaliste qui glorifie les minorités et le ressentiment anti-francophone s'y ajoutent pour en faire la tempête parfaite. Car, en plus, beaucoup de professeurs qui ont une détestation fondamentale de notre société et tout un discours institutionnel qui veut acheter la paix et tout un discours sociétal qui veut flatter dans le sens du poil, encouragent nos jeunes dans cette voie, dans cette tendance à tout ramener à leurs émotions. Voyez par exemple nos publicités. Voyez encore Justin Trudeau qui pense que pleurer, ça suffit pour faire une politique publique. Le règne de l'émotion, le règne du ressenti. L'exemple vient de haut. Un autre problème criant dans nos universités est qu'on mélange, on amalgame toutes sortes de problématiques distinctes. Par exemple, que les lieux de pouvoir dans notre société, et notamment le corps professoral universitaire, ne soient pas représentatifs de la composition de notre société et qu'il faille y voir, est une évidence. Qui est contre ça? Mais à partir de là, la lutte pour l'inclusion, la lutte pour la justice sociale, des notions que chacun définit à sa convenance, servent de point d'appui à toutes sortes de revendications. Ça ira de la révision des critères d'embauche des profs jusqu'à des revendications pour des critères d'admission différenciés pour les étudiants selon leur origine, mais aussi jusqu'à des pressions pour revoir le contenu des cours, des cas de censure pure et simple, des cas d'intimidation de profs et d'étudiants, des cas de congédiement, des projets de recherche non soutenus parce qu'ils ne cadrent pas avec l'idéologie dominante, toutes des limitations à la liberté d'expression. En fait, il n'est plus juste question de faire attention à ne pas blesser, ce qui va de soi, mais de s'interdire d'aborder des œuvres, des thèmes, des idées qui pourraient déplaire à quelqu'un, souvent une poignée de personnes. De plus en plus souvent, ces revendications sont faites de manière extraordinairement agressive et des professeurs se retrouvent dans le collimateur de gens qui veulent que leur subjectivité, qui s'exprime parfois sur le mode de l'hypersusceptibilité, devienne source de droit. Moi, je n'aime pas ça, alors j'exige qu'on l'interdise à tous. Vous savez, quand des gens sont absolument convaincus d'être les seuls à avoir raison, ils se pensent souvent infaillibles et sont tentés de faire taire les autres. En passant, il y a des données sur la réticence de profs et d'étudiants à aborder tel ou tel thème dans l'université. Il y a des données. Au Québec, selon les données compilées dans le rapport du groupe d'Alexandre Cloutier et récemment remis à la ministre Mme McCann, 60% des professeurs admettent éviter certains mots. 82% estiment pourtant qu'ils devraient pouvoir utiliser tous les mots si c'est fait avec tact. 35% des professeurs admettent éviter carrément certains sujets. Et tout me porte à croire
tout me porte à croire que le nombre réel est beaucoup plus élevé, car il n'est jamais agréable d'avouer qu'on a peur. Il n'est jamais agréable d'avouer qu'on a peur. Il est vrai qu'aux États-Unis, des gens de la droite radicale veulent qu'à l'école primaire ou secondaire, on interdise l'enseignement de la théorie d'évolution ou veulent qu'on la mette sur le même pied que le créationnisme. Vrai. Mais on ira difficilement que dans le monde universitaire, en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest, c'est plutôt ce qu'on a pris l'habitude d'appeler la gauche identitaire ou encore cette gauche dite woke, qui est la plus active, la plus militante. Au Québec et au Canada, c'est elle qui domine dans le monde éducatif, dans le monde artistique et dans le monde médiatique. Certains pensent que tout ceci est une mode passagère. Erreur. Funeste erreur. On est là-dedans pour la durée. Il y a certes un effet de mode chez ces jeunes qui voient du racisme partout, dans la moindre incompréhension. Ils veulent être dans l'air du temps et ne pas passer pour des méchants. Oui, il y a là une part d'effet de mode. Mais le wokisme lourd, celui qui culpabilise toute une société, qui censure des gens, il vient de loin. Il vient de très loin. Je ne voudrais pas être lassant, mais permettez-moi une toute petite capsule historique. OK? On revient en arrière. Il y a à peu près 100 ans, OK? Des intellectuels européens de formation marxiste, je ne vous assommerai pas, là, Adorno, Horkheimer, Lukács et compagnie, se sont demandé, coudonc, pourquoi est-ce que la révolution annoncée par Marx n'a pas eu lieu? Ils se demandent ça. Et leur réponse fut que Marx avait sous-estimé la culture, les mentalités, la famille comme moyen d'endoctriner le peuple pour l'endormir. Marx était dans les rapports économiques, la lutte pour le contrôle des moyens de production. Et ces intellectuels-là disent il en avait oublié un bout. Les idéologies, le travail sur les mentalités. Et on appela ce courant, années 20-30, la théorie critique. Un groupe particulièrement influent fut connu sous le nom de « École de Francfort ». Arrive le nazisme. Beaucoup de ces intellectuels allemands fuient et beaucoup deviennent profs d'université aux États-Unis. Leur pensée est ensuite reprise, vulgarisée, adaptée aux circonstances par des philosophes comme Herbert Marcuse. Arrivent les années 60, la contre-culture, l'agitation sur les campus, aux États-Unis, la lutte des Noirs américains autour de figures comme Angela Davis, Stokely Carmichael, les Black Panthers, etc. Et la question raciale américaine et cette théorie critique venue d'Europe se nourrissent l'une de l'autre, et la théorie critique devient ce qu'on appelle en jargon la Critical Race Theory, la CRT. Et cette nouvelle mouture, elle produit aussi ces théoriciens. Derek Bell à Harvard,
Kimberly Crenshaw à UCLA, etc. Par exemple, Mme Crenshaw explique que il est dur d'être noir, oui. Il est dur d'être femme, oui. Et si vous êtes à la fois femme et noire, c'est encore plus difficile. Voilà, le concept d'intersectionnalité que vous avez déjà entendu venait de naître. Donc l'idée que plusieurs oppressions peuvent s'additionner. Et ensuite, évidemment, l'immigration et la lutte contre la discrimination sexuelle allaient ensuite gonfler les rangs de tous ceux qu'on mettait dans la grande catégorie des opprimés. Minorités religieuses, LGBTQ2+, etc. Autrement dit, la société juste, la société future, la bonne société ne viendrait pas des ouvriers blancs. Elle ne viendrait pas de ce que Marx appelait le prolétariat. Ouvriers blancs qui sont jugés méprisables parce que réactionnaires et de droite. Hey, imaginez, ils lisent le Journal de Montréal. Oh mon Dieu! Mais elle viendrait d'une coalition de toutes ces minorités. Cette coalition de toutes les minorités serait l'avant-garde de la bonne société qui s'en vient. Évidemment, il y a des variantes nationales, n'est-ce pas, d'un pays à l'autre. Bon, en France, par exemple, Pierre Bourdieu, pour qui la sociologie devait être une arme de combat, reste extrêmement influent. Michel Foucault, pour qui la psychiatrie, les prisons, les mots mêmes qu'on utilise sont des outils aux mains des puissants, eurent une influence qui se fait encore sentir. Au Canada, par exemple, c'est la cause autochtone qui est souvent récupérée par le wokisme. Et, par exemple, Joyce Echaquan est devenu un peu ce que George Floyd est aux États-Unis, comme référence. Donc, il y a des particularités d'une société à l'autre. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de nier le racisme, bien sûr que non, mais de voir que derrière des mots vertueux comme équité, inclusion, diversité, se cache souvent un projet de déconstruction assez radical de nos sociétés. Bref, voyez, tout cela pour dire qu'on a tort de croire que ces vues se limitent à une poignée d'étudiants crinqués. C'est plus profond. Plus profond. Ces vues sont partagées par beaucoup de professeurs et par beaucoup de cadres du monde académique qui deviennent doyens, vice-recteurs, recteurs, etc. Ce qu'on voit aussi mal de l'extérieur, c'est à quel point cette idéologie qui émerge à l'occasion de faits divers ici et là, comment en fait cette idéologie a une cohérence interne assez frappante. Et c'est ce qui la rend redoutable. J'ai déjà eu l'occasion, et je me permets ici d'y revenir, de décortiquer en 10 points cette idéologie à laquelle on donne maintenant le nom de wokisme. Premièrement, on pose d'abord que la vérité objective, que le savoir universel, ça n'existe pas. Tout n'est qu'un point de vue. Tout n'est qu'une construction sociale. Ce qui passe pour objectif et universel, en fait, c'est le point de vue dominant imposé par un pouvoir blanc, mâle, occidental et colonial. Tout de suite, voyez la contradiction massive. Tout discours est relatif, sauf le leur, qui est posé comme vérité absolue et indiscutable. Bon. Mais, comme pour eux, tout discours n'est qu'une construction, tout discours
discours n'est que le reflet d'un rapport de pouvoir. C'est donc un abus de pouvoir pour un homme blanc de se prononcer sur une question relative aux femmes ou aux minorités visibles, ou même d'interpréter leurs œuvres d'art. C'est ce qui explique les cas de censure dans le monde des arts ou la problématique de l'appropriation culturelle. Alors, comme ce savoir dominant est posé comme une construction subjective et coloniale, il peut être déconstruit et décolonisé. Voilà la croisade à mener. Et comme cette culture dominante est partout, comme tout est politique et racial, tous les savoirs doivent être déconstruits. Aucune discipline n'est donc épargnée. On commence par les arts, les humanités, les sciences sociales, mais on s'attaque maintenant, oui, aux sciences pures, en disant que leur rationalité n'est qu'un discours parmi d'autres. On en est là. Alors, comment on déconstruit? Ben, c'est simple. On déconstruit en éliminant les œuvres qui incarnent ce savoir, en proposant des récits alternatifs ou en changeant le sens des mots, puisque c'est avec des mots que l'on pense. Et puisque la société dominante est blanche, patriarcale, capitaliste, occidentale et islamophobe, puisque l'acte d'accusation est généralisé, tous les groupes victimisés y trouvent leur compte. On peut donc tous les embrigader dans un combat commun. Et comme le pouvoir qui contrôle cette société est blanc et judéo-chrétien, il n'y a qu'un racisme significatif, celui des Blancs. Il n'y a qu'une seule intolérance religieuse, celle des islamophobes. Alors, si un Noir dit sa haine des Blancs, ou si un islamiste déclare la guerre à l'Occident, c'est parce qu'il a été poussé à bout par ce système d'oppression. Tout est retourné contre la société majoritaire. Alors évidemment, pour donner un vernis de sérieux scientifique à tout ça, il faut inventer du jargon et des concepts, puis citer des auteurs. Alors, racisme systémique ou institutionnel, Carmichael. Intersectionnalité, Crenshaw. Fragilité blanche, D'Angelo. Privilège blanc, McIntosh. Minorité racisée, Guillaumin. Et surtout, il faut citer Foucault beaucoup. Ça, c'est impressionnant. Et comme les gens agissent sur la base d'idées, il faut agir sur les esprits. Or, les esprits se forment à l'école. C'est donc dans le milieu éducatif qu'il faut mener la bataille, du primaire jusqu'à l'université. Et si vous êtes sceptique face à tout cela, vous illustrez vos biais inconscients. Si vous êtes franchement contre, si vous trouvez contradictoire qu'on vous présente comme des vérités ces théories, alors que toutes les théories, on vient de vous le dire, ne sont que des constructions subjectives, alors là, vous êtes un ennemi et un obstacle au progrès. Attention. Au fond, comme l'a noté un auteur français que j'aime beaucoup, Pierre-André Taguieff et d'autres, ce discours, dans ses diverses variantes, pensez-y, fonctionne comme une religion. Comme une religion. Vous avez les croyants, qui sont les militants. Vous avez les prêtres, qui sont les théoriciens. Vous avez une liturgie, que sont les manifs. Vous avez les textes sacrés, D'Angelo, Kendi, etc. Vous avez des prières et des sermons, qui sont les slogans et les discours. Vous avez des rites d'entrée, qui sont, par exemple, ces colloques d'où sont exclus ceux qui ne partagent pas la foi. Et vous avez aussi les hérétiques, les péchés, les excommunications, l'enfer, mais aussi le salut et la rédemption,
si vous avouez vos torts et que vous vous repentez. C'est exactement un discours religieux. C'est la même architecture. Alors forcément, pour la rigueur scientifique, on repassera. Prenez par exemple cette notion de racisme systémique. Premièrement, les définitions du racisme systémique sont innombrables. Innombrables. Le concept est plus ou moins élastique selon qui le définit. Déjà là, il faut se poser une question. Que vaut une notion aussi difficile à cerner? Deuxièmement, ces défenseurs disent souvent « Non, non, les Québécois ne sont pas globalement racistes. On n'a jamais dit ça. » Mais le racisme systémique, lui, il est généralisé au Québec. Alors la société produirait donc du racisme indépendant des individus qui l'opèrent. Curieux système. Le monde, non. Le système, oui. Mais qui fait fonctionner le système? Troisièmement, on nous concède du bout des lèvres que le Québec n'est pas les États-Unis, où cette notion est née. Mais il mérite quand même d'y être associé. C'est une conclusion écrite d'avance. On ne prouve pas, on décrète. Quatrièmement, avez-vous remarqué que, effectivement, les mots ne sont jamais innocents? On veut nous faire abandonner l'expression « minorité visible » pour celle de « minorité racisée ». Pourquoi vous pensez? Pour nous entrer dans la tête que tout traitement différent ne peut avoir qu'une seule explication, la race, donc le racisme. Et c'est plein de raccourcis intellectuels de ce genre-là. Cinquièmement, voyez, le piège tendu à François Legault pour qu'il crache le morceau et admette l'existence d'un racisme systémique, c'est un piège grossier. S'il veut ensuite dire non à des revendications, qu'elles soient fondées ou folichonnes, on lui dira « Mais vous avez vous-même reconnu que le racisme est systémique chez nous. » C'est un piège grossier. Cette notion, est-ce qu'elle aide à mieux comprendre la réalité en introduisant des nuances? Ou est-ce qu'au contraire, elle mélange tout, elle amalgame tout, et donc elle embrouille au lieu d'éclairer? Ce que j'essaie de dire est que la notion de système, elle fait du racisme une réalité absolue, englobante. Or, pour corriger, il faut cibler. Il est où le problème? C'est qui le problème? Mais si le problème, c'est tout le temps, partout, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai dit plus tôt qu'on a tort de croire que le fanatisme sur les campus se limite à une poignée d'étudiants exaltés ou à quelques professeurs. Ça va plus loin. À l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, la vice-rectrice de l'Université d'Ottawa, Jill Scott, réaffirmait les intentions de la direction. Je la cite. J'ouvre les guillemets. « Nous avons lancé l'an dernier notre plan d'action autochtone, nous engageant à autochtoniser et à décoloniser chaque aspect de notre université
et de notre campus, y compris nos programmes et notre façon d'enseigner, de faire de la recherche, de recruter. J'arrête là. Dans cette phrase, chaque mot pèse lourd. On envisage d'autochtoniser chaque aspect de la vie universitaire, c'est ce qu'elle vient de dire, et on mentionne explicitement les programmes, la façon d'enseigner, la façon de faire de la recherche et la façon de recruter. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Commençons par les programmes. Les profs vont-ils devoir faire approuver leur plan de cours pour qu'on puisse vérifier qu'il y a assez de contenu autochtone? J'ai pas de problème à faire plus de place, disons, à la littérature autochtone ou à la mise en lumière d'aspects négligés de leur rapport à notre histoire. Aucun problème. Mais est-on en train de nous dire qu'il y a des savoirs scientifiques proprement autochtones qu'on me montre? Et comment ajuste-t-on la façon d'enseigner pour qu'elle soit plus autochtone? Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Et qui va surveiller les profs pour s'assurer qu'ils enseignent désormais de la bonne façon? Et comment faire de la recherche? Comment faire de la recherche de façon plus autochtone, puisque ce qui est visé ici clairement, ce ne sont pas les sujets, ce sont les méthodes de travail. Je demande poliment, qu'est-ce que la méthode autochtone de faire de la recherche académique? Tout cela, ce sont des entraves à la liberté académique des profs, donc à leur liberté d'expression dans le contexte professionnel qui est le leur. Mais voyez la subtilité de la chose. Bon, quant au recrutement, on comprend bien ce que ça signifie, hein? On va foncer plein gaz dans les embauches préférentielles, et tant pis si les qualifications requises habituellement pour être prof d'université sont par définition rares. Bref, la réalité s'efface devant le fantasme, qui est la caractéristique commune finalement à tous les fanatismes idéologiques. Voyez, quand on dit que la liberté académique est malmenée dans le monde universitaire, il faut bien cerner le problème. Si vous prétendez traquer le racisme, pas de problème. Vous aurez même une excellente chance d'être financé par les fonds publics. Vos problèmes surgiront si vous refusez le nouvel évangile. Certains diront que les sciences de la nature sont à l'abri des dérives actuelles. Je l'ai cru, moi aussi. C'était une erreur. Prenons un exemple. La physique. Tiens, la physique. Quoi de plus objectif, n'est-ce pas, que l'étude des propriétés de la matière, de la lumière, de l'univers? Galilée, Newton, Einstein, Bohr, Max Planck, du sérieux, du solide, du granit, la vraie science, on rit plus. En êtes-vous bien sûr? 3 universitaires de Concordia sont actuellement subventionnés par Ottawa pour, je cite, « décoloniser la physique », jugée trop blanche, jugée trop pleine de préjugés coloniaux sur ce qu'est la connaissance. Et on y parviendrait, disent ces chercheurs, en réhabilitant des savoirs autochtones marginalisés. D'accord. Mais quand on creuse un peu plus loin,
l'une des trois universitaires se réjouissait en disant, je cite, « We are finally gaining momentum in elevating indigenous knowledges as equally valid to Western science. » Autrement dit, pour elle, le savoir en matière de physique est occidental, n'est qu'une voie parmi d'autres vers la connaissance et devrait s'ouvrir à des savoirs autochtones également valides. Je rappelle qu'on parle ici de physique. On ne parle pas de spiritualité. On ne parle pas d'expression artistique. On ne parle pas de droit. On ne parle pas d'autonomie. On ne parle pas d'organiser la gouvernance locale. On parle de physique. Cas isolé, direz-vous? Cas caricatural? Non. Je pourrais vous montrer des documents qui circulent sur comment il faut, au niveau primaire et secondaire, désormais enseigner les mathématiques de façon non raciste afin d'y démanteler le, entre guillemets, suprémacisme blanc. Les mathématiques. C'est dur à croire de l'extérieur. Tout à fait. Alors, vous aurez évidemment deviné que pour ce nouvel enseignement politiquement correct des mathématiques, il ne faut surtout pas insister sur la bonne réponse ou sur les erreurs à corriger, ça pourrait être traumatisant. Nous en sommes là, mes amis. Nous en sommes là. On en rit, mais c'est pas drôle. Que faire? Que faire? Bien, commencer par faire ce que fait le rapport Cloutier, récemment remis à la ministre Danielle McCann. Il faut d'abord réaffirmer la mission fondamentale des universités, qui est l'avancement et la diffusion des connaissances, qui ne peut se faire sans une liberté reconnue et protégée, tant pour les enseignants que pour les étudiants. Car beaucoup d'étudiants maintenant s'interdisent de dire ce qu'ils pensent, craignant les foudres d'une poignée d'excités. Il va évidemment de soi que cette liberté doit être balisée par des considérations éthiques. On ne blesse pas par plaisir, évidemment, et par des considérations d'intégrité professionnelle. On ne diffuse pas volontairement des mensonges, ça va de soi. Et il faut que les universités se dotent de balises et de processus pour gérer les problèmes. Alors, je rappelle que dans la foulée du rapport Cloutier, le gouvernement Legault avait déposé un projet de loi en ce sens qui fut adopté hier. Évidemment, nos recteurs étaient contre et avançaient que c'est aux universités de régler seules la question. Je rappelle d'abord que l'État est souvent intervenu dans le monde universitaire, jadis pour y écarter les autorités religieuses et aujourd'hui pour le financer massivement. Je rappelle ensuite que personne ne demande à l'État de patrouiller les campus. Personne. C'est juste que les professeurs, voyez-vous, pensaient avoir un droit réel, effectif. Et ils découvrent que leur droit disparaît devant la pression d'étudiants radicalisés et la couardise, parfois même la complicité des administrations. Alors, quand un droit est entravé, n'est-ce pas justement une responsabilité de l'État de le réaffirmer et de le défendre? Mais c'est l'essence même d'un État de droit. Oh, certes, on aurait pu espérer que les universités aient un sursaut. Mais laissées à elles-mêmes,
elles n'ont pas été capables de réagir jusqu'ici. Pourquoi? Pourquoi cette inaction des directions universitaires? C'est ici, mes amis, qu'il faut bien comprendre la dynamique interne du milieu universitaire. Encore une fois, difficile à percevoir de l'extérieur. Dans le monde universitaire, le vrai pouvoir est entre les mains des facultés qui rapportent de l'argent et du rayonnement international. Le vrai pouvoir est en administration, en médecine, en génie, en droit, dans les sciences de la nature, dans toutes ces facultés où on regarde de haut ces dérapages qui surviennent plutôt, pour le moment, dans les humanités et les sciences sociales. Autrement dit, on sait bien, eux autres, en sociaux, tous décapotés. Bref, pour parler franchement, les facultés lourdes, pesantes, prestigieuses, s'en foutent ou ne comprennent pas et de toute façon méprisent déjà plus ou moins ouvertement les domaines qui vivent ces problèmes. Bref, les secteurs pour le moment les plus touchés, qui sont déjà les parents pauvres du monde universitaire, n'ont pas assez de poids pour secouer l'indifférence des filières royales, peu touchées pour le moment par ces folies, mais où le virus est en train de se propager, croyez-moi. Il est aussi difficile d'espérer un sursaut quand beaucoup de professeurs, surtout parmi les jeunes, sont eux-mêmes détenants de cette nouvelle idéologie et n'ont pas de problème avec la censure quand elle touche leurs adversaires idéologiques. Beaucoup de cadres partagent aussi cette idéologie autoritaire, notamment ceux en charge de rééduquer le corps professoral, car se multiplient les formations obligatoires pour qu'il soit plus inclusif, plus conscient de ses préjugés, de son privilège blanc, de ce qu'est une microagression, etc. Geneviève Tellier, que vous entendrez cet après-midi, je ne sais pas de quoi elle va parler, mais elle a écrit des pages lumineuses, tristement lumineuses, sur cette nouvelle bureaucratie universitaire qui impose une gouvernance qui a souvent la main lourde sur la liberté académique. Les recteurs ont dit non à cette loi. En fait, la seule intervention gouvernementale qui trouve grâce à leurs yeux, c'est le financement. Ah, de ça, il n'y en a jamais assez. Les recteurs disent craindre qu'un encadrement venu d'en haut compromette leur capacité à, disent-ils, travailler. Non, je ne crois pas à la théorie du complot. Les recteurs disent craindre qu'on compromette leur façon de travailler, leur autonomie. Désolé, mais jusqu'ici, la façon de travailler adaptée à leur réalité, comme ils l'appellent, a été de plier devant les incendiaires. De plier. Cette loi n'aurait pas été nécessaire si nos recteurs se comportaient moins comme des chefs d'entreprise, moins comme des gens de relations publiques, voire comme des militants de diverses causes, et s'ils se comportaient davantage comme des gardiens de la mission historique des universités, la production et la transmission de connaissances. Vous savez, le recteur typique est essentiellement préoccupé par le nombre d'inscriptions
les rentrées d'argent, les projets immobiliers et la position de son institution dans les palmarès internationaux. C'est ça qui les habite. Et à son tour, cette attitude s'explique parce que nos universités sont devenues pour l'essentiel des entreprises commerciales qui vendent des formations et des diplômes. Mais ne me partez pas là-dessus, j'en aurai pour 3 autres heures. Autrement dit, la logique économique, qui était jadis une parmi d'autres, elle a pris toute la place. Et donc, cette confiance à leur endroit que les recteurs demandent, ils ne l'ont pas méritée. Évidemment, ne demandons pas à cette loi du gouvernement Legault, toute fraîche, adoptée hier, de régler tous les problèmes graves qui affectent le milieu universitaire. La loi ne peut rien contre cette scandaleuse politique fédérale dont vous avez entendu parler, qui exclut formellement les hommes blancs de certains concours d'embauche. Elle ne peut rien contre ce noyautage de départements entiers par des militants déguisés en professeurs qui embauchent les petits copains qui pensent comme eux. Elle ne peut rien contre ces fanatiques qui glorifient la diversité ethnique, mais ont horreur de la diversité intellectuelle, c'est-à-dire de ne pas penser comme eux. Mais prenons ce qui peut être pris au fur et à mesure, et surtout, mes amis, luttons, oui, luttons pour une liberté d'expression dont on découvre qu'elle est plus fragile que nous l'avions cru. Voilà, dans le temps qui m'était imparti, l'essentiel de ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie. Alors, si les gens ont des questions pour M. Facal, nous avons des micros dans la salle, ici à l'arrière notamment. De toute façon, je reste ici. Alors, si les gens veulent venir me voir et bavarder en petit groupe, ça me fera plaisir. D'accord, parfait. Est-ce qu'on peut commencer par le micro à la gauche là-bas, Benoît, s'il vous plaît? Il serait bien triste que, comme dans Orwell, on en arrive à interdire des mots dans l'usage public. Et c'est une seule remarque que j'aimerais faire. À mon humble avis, s'il y a du racisme systémique au Canada, peu importe si on s'en tient à une définition générale et vague, là, ce serait celui effectué depuis le régime anglais, depuis 362 ans, à l'égard des Autochtones et des Canadiens français. Comme je le disais, on peut définir cette notion de 1000 manières, mais si vous choisissez de la définir comme un racisme institutionnalisé, parti d'en haut et produit par tout un système politique, indéniablement, les Autochtones en sont les victimes. Et je me demande si on ne peut pas non plus inclure là-dedans, mais le Québec français. Si vous avez
suivi avec attention ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa. Et encore une fois, je ne veux pas empiéter sur des choses qui risquent peut-être d'être évoquées cet après-midi. Ce qui fut absolument frappant, c'est que, après l'incident qui a mis le feu aux poudres, la suite des événements a fait apparaître un assez profond clivage entre anglophones et francophones sur ce campus, qui est peut-être une autre indication de ce que vous venez d'évoquer. Merci. Avant de passer à une question suivante, s'il y en a qui choisissent de quitter plus tôt pour le dîner, je vous invite à vous assurer d'avoir en votre possession un petit billet qu'on vous remettra avant que vous quittiez pour faciliter votre retour par la suite, pour éviter qu'on vous fasse payer 2 fois, ce qui serait très correct de mon sens, parce qu'évidemment, plus d'argent, c'est toujours le fun, mais ce qui ne serait pas très juste pour vous qui avez déjà payé une fois. Alors, simplement vous rappeler, si vous quittez, de vous assurer d'avoir en votre possession, le petit billet. L'autre chose que je veux vous dire, c'est que nous avons un temps limité pour les questions, mais il sera quand même possible de discuter avec M. Facal, comme il le disait lui-même. Alors, je le dis tout de suite pour éviter que des gens qui sont en attente au micro soient déçus de ne pas avoir eu le temps de poser leurs questions. On va aller du côté droit de la salle, M. Facal, juste ici, l'autre micro. Monsieur, à vous. Oui, bonjour, Yves Claudet, anthropologue. Je suis attaché à des questions concrètes. Donc, j'ai une question concrète pour M. Facal, mais aussi pour l'ensemble des militantes et des militants du Bloc. Un élément très concret, j'ai retrouvé les freins de mon auto sabotés sur le stationnement du cégep de Saint-Jérôme. Derrière cette petite anecdote, je partage évidemment le constat d'une idéologie dominante. Monsieur Facal l'a bien indiqué, qui imprègne non seulement le milieu étudiants, professeurs, mais les institutions universitaires. Le milieu collégial est également profondément affecté. J'ai un collègue qui est en train de perdre son emploi quelque part, pas seulement à Montréal, mais en région. Je pose la question, cette idéologie dominante, elle repose évidemment sur une sorte de consensus, sur un air du temps, mais aussi sur une opposition structurée et organisée à la liberté d'expression. Ces réalités-là sont rarement nommées. Allez à l'UQAM, au pavillon Hubert-Aquin, vous verrez des fresques. Sur ces fresques, on voit un flic, une balle. On voit aussi des menaces de mort envers les féministes qualifiées de transphobes. Je résume ma question. On est face à une organisation souterraine qui comprend un réseau que j'ai qualifié d'anarcho-fasciste, qui comprend 3 cellules de Québec solidaire, 2 cellules trotskistes, le fameux comité décolonial, sans oublier donc ce fameux réseau qui se croit libertaire anarchiste, présent, organisé dans 6 régions du Québec, et on rajoutera les islamistes. On a reçu une claque sur une joue. Est-ce qu'on va tendre l'autre joue ou s'organiser pour résister? Vous avez entièrement raison de dire que nous sommes en face de quelque chose de beaucoup plus structuré que ce que nous avions pensé, dont une bonne partie est souterraine et qui a des ramifications, oui, non seulement des relais dans les médias, mais même dans les milieux politiques. Et vous avez encore plus raison de rappeler ce que je n'ai pas fait. J'ai eu tort et je vous en remercie, que le monde collégial est aussi traversé par ce que vivent les universités. C'est tout à fait juste.
côté gauche, je vous invite à poser de brèves questions parce qu'on va sérieusement manquer de temps. Je le dis tout de suite et je suis très, très content de voir que ça suscite autant de curiosité et de questions, mais on n'aura pas le temps de passer toutes les questions, malheureusement. On va aller du côté gauche de la salle. Alors, Louis Bibeau, j'ai longtemps, pendant une trentaine d'années, je proviens de la CSN, j'ai passé l'essentiel de ma vie professionnelle là. Je me considère comme quelqu'un de gauche. Et malheureusement, le seul aspect, moi j'ai trouvé votre présentation extrêmement intéressante, mais il y a un aspect, c'est que moi je considère pas que les wokistes, c'est des gens de gauche. Parce que, et vous n'êtes pas le seul à dire ça, parce que on entend ça partout, comme si c'était des gens de gauche. Écoutez, ces gens-là font la promotion des droits individuels d'abord et avant tout. Alors que la gauche, historiquement, a toujours fait la promotion des droits collectifs. Et elle s'est attaquée principalement aux inégalités économiques. C'est pas ça qu'ils font. Pendant ce temps-là, les boss, ils les laissent tranquilles, ils font plus de profit que jamais et ils n'en parlent jamais. Je vous remercie. Louis, vous soulevez une question fondamentale. Sont-ils de gauche? Écoutez, si vous leur demandez à eux de se définir, ils se rangent à gauche. Mais effectivement, il se passe une drôle de chose à gauche. J'ai le sentiment qu'une espèce de guerre civile déchire la gauche. Il y a en fait deux gauches. Il y a une gauche traditionnelle, une gauche ouvrière, une gauche que j'appelle universaliste, au sens où elle veut élever la dignité de tout le monde et qui, au fond, si vous me permettez, comme disait Martin Luther King, j'aimerais qu'on juge mes enfants par le contenu de leur caractère, pas la couleur de leur peau. Et cette gauche traditionnelle, elle ne reconnaît plus cette nouvelle gauche ou pseudo-gauche, identitaire ou woke, qui veut nous enfermer pour toujours dans la pigmentation de notre peau à la naissance. Il se passe quelque chose à gauche qui, effectivement, ne rend pas service à personne parce que pendant qu'on traque les bibliothèques à la recherche de livres du 19e siècle dans lesquels il y a une tournure de phrases qu'on n'utiliserait plus aujourd'hui, pendant qu'on met de l'énergie là-dessus, on ne mène plus des combats autour d'inégalités économiques fondamentales. Alors, je comprends parfaitement que quelqu'un de la gauche traditionnelle se dise « Hey, vous trahissez la noblesse de notre combat. » Et j'ai des amis de cette gauche plus traditionnelle qui sont catastrophés par ce qui arrive. Et si vous suivez de près les tensions internes au sein de Québec solidaire, elles s'expliquent justement par cette cohabitation malaisée entre deux pôles. On pourra discuter longuement comment les qualifier, mais vous avez un pôle multiculturaliste, woke, décolonial, et un autre plus proche de la gauche ouvrière, syndicale, effectivement. Tout à fait. Alors, vous aurez constaté que M. Facal est presque incapable de répondre à une question par oui ou par non. Ça me rappelle d'ailleurs certains politiciens. Mais on va prendre deux questions de chaque côté. Alors, pour les autres, je suis désolé, mais M. Facal restera quand même. Vous pourrez peut-être en profiter pour aller discuter. Alors, il y a deux questions de chaque côté. On va aller du côté droit, M. Facal. Oui, merci beaucoup, M. Facal. Dans le fond, ma question va être par rapport au droit de grève.
Le projet de loi 32, en fait, dans le cas, c'est la loi 32, dans l'alinéa 3, énonce le droit d'enseigner et le droit de participer librement aux activités d'organisation professionnelle ou d'organisation universitaire. Dans le fond, ma question, c'est est-ce que cet alinéa ne peut pas être cité pour briser une grève étudiante universitaire, par exemple? C'est une question concrète, en fait, que je vous pose par rapport au projet de loi. Comme j'ai plaidé pour la science authentique, je vais vous faire une réponse authentiquement scientifique. Je ne sais pas. Il faudra demander à des juristes, ce que je ne suis pas, comment interpréter cet alinéa. C'est pas oui, c'est pas non, mais j'ai fait un effort. Monsieur, ici à gauche au micro. Pour me préparer à ce colloque, j'ai ressorti un vieil essai du temps de mes études de la liberté de Stuart Mill, plus d'un siècle et demi. Il affirme, et je suis d'accord, la liberté d'expression, c'est l'autre facette de la liberté de penser. Donc, elle ne peut pas tolérer quelque restriction que ce soit en amont. Il peut y en avoir dans une société en aval, et c'est de ça que j'aimerais avoir votre opinion. Et un autre point, je suis resté accroché quand vous avez dit « il faut résister ». Et c'est vrai. À l'époque où on avait le plaisir que Mme Benhabib, ici, au Québec, organisait des colloques et des conférences, je suivais ça religieusement. Chaque fois que je me présentais au micro, je déclinais mon nom, Jean-Maurice Demers, islamophobe. Aujourd'hui, j'ajouterais complotiste. Et à chaque fois, il n'y a pas un zigoto. Puis il y en avait, ce prof de cégep là, qui fait fureur sur les réseaux, il était dans la salle. Je ne nomme pas son nom. Jamais il a osé s'élever après moi. Pourquoi? Parce qu'en disant islamophobe, j'ai tourné à l'envers l'accusation. Je m'accusais moi-même. Il n'y a plus personne qui avait le goût de venir m'affronter. Mais j'aimerais que vous élaboriez sur ce système de défense. Merci. J'ai pas grande élaboration à ajouter au fait que la principale arme de ces gens, c'est l'intimidation. Et comme dans une cour d'école, la seule façon de résister à l'intimidation, c'est de dire « ça va faire ». Et oui, c'est un très mauvais moment à passer, mais on traverse ça, et puis comme disait Nietzsche, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Évidemment, facile pour moi de le dire. À HEC Montréal, la nature même de ce que nous enseignons et le profil type de notre étudiant moyen nous protège encore un peu de ces dérives. C'est plus difficile de résister dans des facultés où le vent souffle beaucoup plus fort. Vous avez évidemment raison de dire que derrière la liberté de parler, il y a à la base la liberté de penser. Et permettez-moi de terminer par une blague d'un goût un peu douteux. Vous avez dit John Stuart Mill. Cher ami, bonne chance aux profs qui voudraient maintenant inscrire une lecture comme celle-là dans son plan de cours. Un homme, blanc, britannique, du 19e siècle, colonialiste, quelle horreur! Il y a des lectures qui se perdent, vous savez. Un des plus grands philosophes britanniques de la fin du 18e siècle, David Hume, disait « On ne peut pas logiquement déduire une prescription d'une description.
Autrement dit, on décrit une réalité, mais ce qu'on vient de constater ne vous donne pas automatiquement une opinion sur ce qu'il faut faire par rapport à ça. Là, on rentre dans autre chose. La science décrit et explique. L'éthique nous dit si on doit trouver ça bon ou mauvais. Mais ce sont deux champs complètement différents. Et en ce moment, les barrières sont en train de sauter. En ce moment, on considère comme vrai ce qui me plaît, puis faux ce qui me déplaît. La science, la connaissance, l'esprit humain ne peuvent pas avancer de cette manière. C'est impossible. Madame, en vous nommant avant vos questions, je vous invite à vous identifier et poser votre question. Oui, bonjour tout le monde. Moi, j'étais ex-candidate du Parti québécois en 2018. En fait, j'aimerais poser une question à M. Facal. Je trouve vos travaux très intéressants, vos paroles très, très pertinentes. Merci beaucoup. Seulement, dans tout ce que vous avez dit, je n'ai pas entendu le mot démocratie. Parce que dans le fond, en fait, la liberté d'expression ou la liberté de penser, la justice, lutter contre l'arbitraire, tout ça, liberté d'expression est l'un des fondements de la démocratie. Donc, en fait, c'est ces valeurs-là qui sont en péril. Donc, le mot démocratie, c'est très, très important de l'associer ici. Et puis, je ne sais pas, pourquoi pas ne pas, mettons, créer un bloc pour la défense de la démocratie. C'est ça, en fait, ma question. Merci beaucoup. Peut-être c'est un autre sujet, mais moi, je trouve que c'est interrelié, en fait. Non, ce n'est pas un autre sujet. Vous avez raison. C'est une des ramifications que j'ai peut-être négligées des thèmes que j'ai abordés. Effectivement, il ne peut pas y avoir démocratie authentique si certaines paroles sont autorisées et d'autres sont interdites. Vous avez entièrement raison. Dernière question de ce côté-ci. Bonjour, je suis un ancien professeur agrégé de littérature qui a beaucoup enseigné et lu du Foucault, puis actuellement chargé de cours aussi à McGill et à Concordia. Puis je suis 100% d'accord avec votre analyse, mais la question qui me revient, c'est les solutions. Donc, j'aurai quelques-unes à vous proposer, puis vous me direz ce que vous en pensez. L'idée de limiter le nombre de cadres, parce qu'il y a le concept d'administrative bloat qui fait en sorte que le nombre de cadres monte en flèche, puis qu'il y a des sous-doyens de ceci, puis une doyenne adjoint de ça, qui notamment font des politiques de diversité, puis ils sont embauchés justement pour ça, ce qui fait en sorte qu'il n'y a plus de gouvernance des profs par les profs. De deux, en 2000, le gouvernement de Jean Chrétien a éliminé l'exigence d'embaucher des doctorants canadiens dans les universités canadiennes, ce qui fait que ça fait 22 ans qu'on fait de l'importation des doctorants américains dans les universités canadiennes. Puis ça, c'est quelque chose quand même que le Bloc au niveau fédéral pourrait essayer de lutter pour restaurer. Puis dans le même genre d'idée de limiter le nombre de cadres, d'imposer des quotas ou une espèce de ratio imposé par la loi au niveau provincial sur les chargés de cours, parce qu'on a vu la vulnérabilité de la chargée de cours d'Ottawa, puis on est passé de 70% ou quelque chose de professeurs qui mène vers la permanence, vers une montée en flèche de chargés de cours. Donc, ça serait 3 propositions, mais je ne sais pas si de une, vous êtes d'accord ou de 2, si vous en avez d'autres. Je suis assez d'accord avec la logique implicite de votre propos,
qui est qu'il ne faut pas chercher une mesure. C'est un bouquet de mesures qu'il nous faut. Mais un bouquet de mesures, je vous dirais, qui suppose en amont mesurer la gravité du problème. Une fois qu'on a fait ça, alors oui, évidemment, il y a le courage, il y a le refus de ne pas plier. Facile à dire, hein? Facile à dire quand quelqu'un est ostracisé, minorisé, marginalisé dans son propre département. Facile à dire aussi quand c'est un jeune qui est en début de carrière. Mais un prof titulaire comme moi peut s'exprimer. Un jeune qui joue sa carrière à la prochaine agrégation dans 2 ans, lui, il fait attention. Limiter le nombre de cadres, mon Dieu. L'explosion du nombre de cadres dans le monde universitaire ces 20 dernières années. Incroyable. Comment l'arrêter? Je ne sais pas. Est-ce que ça fait partie du problème? Assurément. Assurément. Il faut les occuper, hein? Alors, une partie d'entre eux feront la police idéologique sur les campus. On trouvera des motifs vertueux pour les occuper. Un autre point que vous avez soulevé, l'explosion du nombre de chargés de cours. Autre petit secret plus ou moins gardé de nos universités. Vos enfants ou vos petits-enfants vont peut-être commencer un bac à l'automne à l'université. Ils vont découvrir avec stupéfaction que pendant les 3 prochaines années, ils ne verront à peu près jamais un prof titulaire. Ils n'auront que des chargés de cours. Parce que les chargés de cours coûtent moins cher, parce qu'ils n'ont aucune sécurité d'emploi, parce qu'ils sont la chair à canon du monde universitaire, et parce que, pour un prof titulaire, la voie royale, celle qui fait le prestige, c'est d'enseigner à la maîtrise et au doctorat à de petits groupes de jeunes qui sont déjà des aspirants chercheurs et avec lesquels vous pourrez publier des articles scientifiques dans les revues prestigieuses et aller chercher des subventions de recherche. Un grand prof d'université aujourd'hui, là, c'est pas un grand pédagogue. C'est fini ce temps-là. C'est un grand chercheur. Et dans le monde universitaire, où évidemment vous avez affaire à des êtres humains qui comprennent très bien de quel côté les taux se sont beurrés, on sait que la carrière prestigieuse n'est pas en enseignant en première année à des jeunes qui sortent du cégep. Ça, là, c'est pas payant, puis c'est une pile d'examens longue comme ça à corriger en fin de session, puis c'est pas ça qui me permet d'aller briller dans des colloques à Stanford ou à Harvard. Donc, le système, avec ses sanctions et récompenses, est orienté de manière à éloigner les profs de carrière des bataillons du premier cycle et de les laisser à des chargés de cours précaires. Et plus les chargés de cours sont précaires, plus cela les met sur la défensive, quand il y a évidemment un mouvement idéologique très, très fort qui les menace. Quand l'affaire lieutenant Duval à Ottawa a surgi, c'était une jeune chargée de cours. 34 professeurs de carrière se sont portés à sa défense. Ils ont écrit une lettre pour la défendre. Eux aussi en ont mangé toute une pour l'avoir défendue. Ce collectif de professeurs vient de publier un livre qui s'appelle « Liberté malmenée », que je vous incite à lire, dans lequel vous aurez un récit chronologique, détaillé de ce qui s'est passé, de ce qui continue à se passer. Et Mme le lieutenant Duval elle-même explique que la précarité dans laquelle elle est
avec beaucoup de ses collègues, complique la nécessaire résistance à des intimidations idéologiques. Enfin, il y aurait tellement plus à dire. Merci. Bravo. Avant de vous libérer, je m'inspire du milieu universitaire pour moi aussi respecter nos doyens. Je vais laisser l'occasion à M. Duceppe de vous poser une question. Bonjour, Joseph. Je pense que c'est une excellente description de l'idéologie qui sévit actuellement parmi l'extrême gauche. Et je dis pas gauche, mais bien extrême gauche. Et que par ailleurs, on pourrait faire la même description de l'idéologie qui sévissait dans les années 30 parmi l'extrême droite, sous Adolphe et sous Staline. Et en rappelant qu'en 1934, 60% des membres des SA et des SS avaient un doctorat. Oui. Donc, ils avaient mis leur savoir au service d'une idéologie qui interdisait la liberté d'expression. Et il y avait des ramifications dans ce temps-là aussi. Et au Québec, dans les universités canadiennes, où la liberté d'expression n'était pas très forte. On a eu ici le parti d'Adrien Arcan. Absolument. Et les Canadiens nous rappellent souvent cela, en oubliant que c'est le Parti conservateur qui finançait Arcan, Parti conservateur canadien, en oubliant que Mackenzie King, premier ministre, avait refusé à des centaines de Juifs d'accoster au Canada, en disant « None is too many », aucun c'est déjà trop, et en disant avec justesse qu'il y avait des quotas pour les étudiants juifs en médecine à Montréal, alors qu'ils n'avaient pas à McGill. Il a oublié de dire qu'il n'y avait pas de quota à McGill parce que les Juifs étaient interdits. Il fallait quand même le faire. Alors, tout ça m'amène à dire qu'il y a un sociologue et philosophe allemand, Karl Meinheim, qui disait qu'il ne faut pas lire la politique de façon linéaire où il y a l'extrême gauche et l'extrême droite. C'est bien plutôt un cercle où l'extrême gauche rejoint l'extrême droite. Je veux avoir ton opinion sur ça. Tout à fait. Que les extrêmes se rejoignent. Écoutez, quand vous voulez interdire à quelqu'un de parler parce qu'il ne pense pas comme vous, ben on a vu ça dans des régimes fascistes et dans des régimes communistes. Effectivement, les extrêmes se rejoignent. Tout à fait. Ce qui est hallucinant, c'est qu'on pense qu'en faisant cela, on pose des gestes d'émancipation. C'est exactement le contraire. Si nous ne réagissons pas, nous continuerons à vivre une régression dans le monde du savoir et de la pensée. Et c'est toute la société qui va en payer le prix. Les universités ont souvent l'air d'être déconnectées. Ils s'y mènent effectivement des recherches aux titres ésotériques. Il y a du vrai dans le préjugé populaire sur la tour d'ivoire. Mais retenez ceci, ce sont les laboratoires où se prépare le monde de demain. Il faut donc se soucier de ce qui s'y passe, parce que ce qui naît à l'université se répand ensuite dans la société. Quand Radio-Canada enlève un téléroman fait à une certaine époque parce qu'il pourrait heurter les sensibilités d'aujourd'hui, quand des maisons d'édition embauchent maintenant des gens pour évaluer les manuscrits, non sur leur qualité littéraire, mais sur leur rectitude politique, quand on dresse des listes de mots qu'il ne faut plus utiliser, les justifications pour cela, où vous pensez qu'on les a construites? À l'université. Donc, ne commettons pas l'erreur de croire que ce qui s'y passe
n'a qu'un rapport lointain avec nos vies de tous les jours. Non, ça structure l'air du temps, la manière de penser. Et oui, comme dit souvent mon ami Mathieu Bock-Côté, oui, les idées mènent le monde, même si on ne s'en rend pas compte dans l'immédiat. Yves-François, pour le mot de la fin, peut-être? En fait, j'ai une question, mais je vais commencer pour dire d'abord, en termes de liberté d'expression qui commande une certaine audace, j'imagine qu'il t'arrive d'être en porte-à-faux avec tes employeurs quant à ton jugement sur le monde universitaire. Ce qui est déjà un geste intéressant en termes de liberté d'expression. Là, je sens ton envie de commenter, puis je continuerai après. Deuxième chose, mais là, la palme de la liberté d'expression, c'est Martin Champoux qui ose dire à Joseph Facal que ses réponses sont longues. Bravo! Moi, je l'aurais pas fait. Mettons qu'on fait preuve d'énormément d'imagination et qu'on s'imagine que je ne suis pas nécessairement d'accord avec Joseph. Ça prend beaucoup d'imagination parce que sur l'essentiel, je suis plus que d'accord. En fait, c'est même prétentieux de me prétendre d'accord parce que je n'ai pas le niveau d'articulation pour commenter au calibre que Joseph le fait sur de tels sujets. J'aurais tendance à dire qu'il est essentiel que quelqu'un qui porte cette pensée-là puisse avoir des tribunes pour l'exprimer. Or, il y a assez peu de telles tribunes pour s'exprimer parce qu'en effet, le filtre que Joseph décrit de nombreuses façons s'exerce. Quant à l'existence, la présence et le nombre de telles tribunes pour exprimer une idée allant en parallèle et parfois, franchement, à l'encontre de la pensée dominante du moment. J'aurais probablement des dizaines de questions pour toi, mon cher ami. Alors, je n'en aurai qu'une seule. Est-ce que tu viens toujours dîner avec moi? Oui. Bien, sur ce, je te remercie plus qu'infiniment. Et là, je te laisse succomber à ta tentation de t'exprimer encore sur quelques-uns des commentaires. Et ce sera un plaisir toujours. Martin voulait des réponses brèves. Oui, on dîne ensemble. Merci tout le monde. Merci beaucoup, M. Facal. C'était extrêmement intéressant. Chers amis, on vous donne rendez-vous à 13h10 pour le début de la conférence en vidéoconférence de Mathieu Bock-Côté, suivi d'un panel que nous aurons plaisir de vous présenter dès 13h30. Alors, soyez de retour au plus tard à 13h10. Merci.